Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Cœur de Lumière. Je suis très contente de vous accueillir dans mon atelier pour un second épisode complètement filmé. Donc on est là, et on est là, coucou. Moi j'adore, je trouve que c'est très cool, je trouve que c'est très agréable de faire ça comme ça demande un petit peu de matériel, vous le voyez, l'atelier est un peu au bordel. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup je vais pouvoir accueillir dans les meilleures conditions Marion, une art thérapeute qui va venir nous parler de son métier tout particulier puisqu'elle a une spécificité, c'est qu'elle accompagne les personnes en fin de vie. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Marion, comment tu vas aujourd'hui ? Salut, je vais très bien. Pas trop stressée ? Un peu, un quand petit même. peu. C'est impressionnant dans toutes ces caméras, tu m'étonnes. Je vais faire abstraction des caméras, justement, me concentrer sur le micro. Voilà. on va tâcher effectivement, c'est le meilleur moyen. Mais bon, pour ça, on a notre petite infusion avec notre petit gâteau et tout ça. On s'est mis bien pour vous accueillir aujourd'hui avec nous. Donc déjà Marion, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu as envie de partager aujourd'hui, de toi, de qui tu es, de ce que tu fais dans la vie. Oui, bonjour, moi je m'appelle donc Marion Moreau, je suis art thérapeute à dominante musicale et art plastique. Je suis intervenante artistique et facilitatrice en légothérapie. À côté de ça, musicienne, je joue dans plein de groupes différents, de la musique des Balkans, de la musique classique, des reprises des années 60, 70, etc. Donc la musique fait vraiment partie de ma vie à 300%. Et puis voilà. Trop bien. Alors c'est là que du coup je me rends compte que j'avais prévu de mettre sur la table. Alors j'ai mis des petites choses, en plus des gâteaux et tout ça, j'ai mis des petites choses pour qu'on puisse vous montrer et vous mettre en pratique un peu certaines choses que toi tu fais. Et j'ai oublié les Lego. Ah, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on va commencer à en parler parce que quand même, Marion est Lego thérapeute. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, s'il te plaît. Oui, aujourd'hui, on dit plutôt facilitateur ou facilitatrice en légothérapie. Oui. Parce que le métier de légothérapeute n'est encore pas bien reconnu. Mais en tout cas, c'est l'utilisation du Lego pour travailler à la base les habiletés sociales. Donc à la base, ça a été créé dans les années 2000 par le professeur Le Goff, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est aperçu, donc c'est un médecin psychiatre, qui s'est aperçu dans sa salle d'attente que 2 de ses petits patients porteurs d'autisme ont réussi à avoir des interactions sociales grâce au Lego. Donc tous les 2 sont arrivés en même temps dans la salle d'attente. Il y a eu une erreur de rendez-vous et d'un des petits et voilà, ils se sont retrouvés tous les 2 et ont joué ensemble. Donc il a renouvelé l'expérience volontairement en donnant la même heure de rendez-vous. Et s'est aperçu que effectivement le Lego faisait bien le lien. Et voilà, donc après il a étudié la chose et puis développé la méthode. Et voilà. Et puis il y a des formations qui sont données par une jeune femme qui s'appelle Chloé Donner-Schmidt. Et j'ai participé à sa première session de formation, donc je suis très contente. Mmh. Et puis que te dire de plus ? Oui, on travaille tout ce qui est communication, interaction, les planifications aussi, tout ce qui est fonction exécutive du cerveau, voilà, pour être clair. Oui, ok. Et ok, donc pour que tout le monde sache bien de quoi on parle, quand on dit légothérapie, on parle bien de ces fameuses petites briques en plastique qu'on imbrique pour créer des châteaux, plein de choses, enfin ouais. Donc ça c'est vraiment, je trouve ça fascinant qu'on en ait fait carrément une thérapie ou en tout cas un support de communication et de soutien, et je trouve ça trop intéressant.
Et du coup, peut-être que tu peux parler toi de ton parcours, parce que du coup, tu as effectivement en tant qu'art thérapeute global, tu as quand même plein d'outils. Donc, tu as parlé de l'art plastique, tu as parlé de la musique, tu as parlé des Lego. C'est quoi un peu ton parcours? Comment t'en es arrivé à faire ce métier-là, à faire de la musique et de l'art ton métier? Alors je rigole parce qu'il va falloir plus d'1 heure, je pense, pour expliquer tout ça. Mais bon, dans un premier temps, moi j'ai fait des études en commerce international, donc rien à voir. Effectivement. Par contre, j'ai toujours été musicienne, je fais du violon depuis que j'ai, 8 ans, enfin 7 ans et demi, 8 ans. J'en ai 43 aujourd'hui, donc ça fait un petit bail. Et puis j'ai toujours été portée par la musique, ça a vraiment été quelque chose d'accompagnant pour moi. Et puis voilà, durant mon adolescence, j'ai fait beaucoup d'orchestres, beaucoup de choses avec l'école de musique, etc. Bon. Et puis donc j'ai fait mes études en commerce international, j'ai travaillé une dizaine d'années, peut-être un peu plus, 15 ans dans le domaine. Et puis un jour, après j'ai eu un enfant, et puis un jour j'ai eu un besoin de me remettre en question, voilà, une remise en question de vie et tout. Et puis je me suis dit, ok, est-ce que ma vie professionnelle me plaît aujourd'hui? Oui, mais sans plus. Bon, voilà, je m'éclatais pas. J'avais besoin vraiment de faire un métier passion. Et voilà, donc j'ai beaucoup réfléchi, pendant quelques temps quand même, et puis jusqu'à décider et me dire, qu'est-ce qui me botte? La musique, l'art, le dessin, voilà, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui me plaît? M'occuper des autres. Donc je connaissais le métier via une amie que j'avais qui avait fait la formation quelques années avant. Et puis je me suis intéressée, je suis allée voir le site de l'école que je connaissais, et voilà, de fil en aiguille, je me suis inscrite et j'ai fait une reconversion professionnelle. Et puis également, ce qui m'a vraiment dissuadée aussi, c'était c'était peut-être la crise de la trentaine, pour le coup. Ouais, voilà, j'avais 32 ans à peu près, et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose qui ait du sens. Voilà, j'avais besoin de sens. Voilà. Et c'est très très important ce parcours-là, parce que tu accompagnes quand même... Alors, je pense que ton public est assez large, tu vas peut-être nous en parler un petit peu, mais tu as quand même cette spécificité-là d'intervenir dans les EHPAD, voilà, particulièrement auprès de personnes qui sont sur le point de partir. Comment c'est arrivé ça dans ta vie? Est-ce que ça t'est tombé dessus un peu comme ça, ou est-ce que c'était un truc de c'est là que je veux aller? Alors moi, quand j'ai fait ma formation, mon premier objectif, mon but, c'était de travailler en oncologie. Vraiment, c'était ça. Je souhaitais vraiment travailler auprès de personnes en chimio, en traitement, enfin voilà. Et pour plein de raisons, des raisons personnelles, pour avoir vécu la maladie à titre personnel, pour avoir rencontré des personnes chères qui sont parties de cette maladie, suite à cette maladie, et voilà. Donc je voulais vraiment travailler dans ce domaine, auprès de ce public. Et puis la vie a fait que j'ai trouvé, quand j'étais en études, j'ai trouvé un stage, d'abord mon premier stage en institut médico-éducatif, donc IME, auprès d'enfants porteurs d'autisme et de déficience intellectuelle. Je trouvais ça génial. Alors c'était vraiment un public que je ne connaissais absolument pas. Okay. Et puis merci beaucoup. Enfin, je viens d'avoir une part de gâteau, je précise. Et puis j'ai découvert ce public et l'autisme, donc le handicap, le milieu du handicap. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Et puis après, dans la suite de mes études, j'ai fait un stage en EHPAD, pareil. Là, c'était plutôt une volonté, j'avais envie de découvrir le public âgé, que je connaissais au niveau familial, pour avoir des personnes âgées dans ma famille proche. Ouais. Et puis je voulais connaître ce public, et puis pareil, la maison de retraite, l'EHPAD a été une révélation pour moi, c'est vraiment le public... Mon public de prédilection, quoi. Donc je travaille beaucoup avec les personnes âgées aujourd'hui. Et pour répondre
ta question, pour répondre à ta question, du coup, en EHPAD, je suis amenée parfois à faire des suivis de fin de vie. Oui. Et le suivi de fin de vie, c'est quand même, enfin, je leur dis, hein, je leur dirai jamais assez, c'est quand même très très particulier comme expérience. Est-ce que c'est ce que tu préfères faire ou pas forcément? Je sais pas si je peux dire que je préfère faire ça. J'aime beaucoup faire ça. Ouais. Parce que, en fait, le public âgé a vraiment des ressources, enfin, vraiment, ils sont attachants quelque part. En même temps, ils ont une connaissance, un savoir de... Enfin, des fois, ils ont 3 fois notre âge, 4 fois notre âge, suivant... Je vois les petites jeunes qui arrivent, les jeunes qui arrivent ont 20 ans. Voilà, quand on voit des personnes qui en ont 80, 90 ans, il y a un vécu derrière. Et ça, je trouve que c'est tellement riche de partager ça, quel que soit le trouble, hein. Si la personne a des troubles cognitifs importants, on peut toujours avoir des informations, des partages, des souvenirs d'une manière ou d'une autre exprimés. Et Tiens, t'as le droit de venir sur le podcast. le petit chat. Et j'ai perdu le fil, pardon. Il y avait un chat, hop, et voilà, ça y est, c'est parti. Oh là là. Ça, c'est le stress, vous inquiétez pas, ça va, au fur et à mesure, ça va se... Tu couperas. Non, vous le savez, je ne coupe pas. Vas-y, faut pas que je dise de bêtises. Si, t'as le droit. T'as le droit de dire des bêtises. T'étais en train de dire que même si les personnes sont en très grande difficulté et en potentielle grande souffrance, on arrivait quand même à faire des choses, à avoir de la communication en fait avec eux. Et... Merci, j'ai retrouvé le fil. Merci, c'est gentil. Oui, et puis donc quel que soit l'objet du suivi, il y a des choses très intéressantes. Après, ce qui m'intéresse dans le suivi de fin de vie, c'est de permettre à la personne... alors, tout ça, c'est hypothétique, parce que souvent, les personnes en fin de vie ne peuvent plus exprimer grand-chose. Mais il y a toujours des petites choses, des mains serrées, ou des merci, ou des respirations qui se régularisent. Enfin, je ne sais pas trop expliquer, mais je pense que l'accompagnement est important, parce que souvent les personnes sont seules, finalement. Donc, il y a les familles, évidemment, mais pas toujours. Et quand il n'y a pas de famille, c'est pour moi encore plus important de pouvoir permettre d'accompagner, ne serait-ce que de tenir une main, en fait. Voilà, ce que les soignants font également, hein, je ne suis pas toute seule. Bien sûr. Et dans ces accompagnements, qu'est-ce que tu fais ? Comment ça se passe ? À quoi ça ressemble un accompagnement avec toi ? Alors, à chaque fois, en fait, j'arrive avec mon violon, parce que je suis violoniste, enfin, je joue du violon. Violoniste, ça fait un peu prétentieux, je trouve. Bon, bref, passons. Mais j'arrive avec mon violon et alors, suivant la situation, si la famille est présente, évidemment, je me présente si je ne les connais pas. S'ils me connaissent, je leur demande l'autorisation, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. En général, la réponse est favorable. Et puis, j'arrive en toute discrétion. Je me présente à la personne en fin de vie, également. Je lui dis... soit la dame au violon, souvent je suis identifiée comme ça en EHPAD, ou je suis Marion, enfin voilà, je m'identifie auprès d'elle, je la salue, et je lui propose de jouer un petit air. Donc j'essaye j'attends une réponse, des fois il y en a, des fois pas, donc suivant comment l'ambiance est, parce que des fois on sent que la personne... voilà, c'est pas le moment, que la famille n'est pas forcément disposée à écouter de la musique. Voilà, donc il faut aussi moduler et s'adapter en fonction de cet environnement-là. Et si l'environnement s'y prête, eh bien, je joue un air de violon. Et là, en fait, j'évite de trop parler, parce que c'est des moments où le silence a toute son importance. En fait, c'est très paradoxal, parce que la musique remplit tout, et donc on est évidemment dans un environnement mélodieux et sans silence, mais le silence par la suite permet de poser les choses aussi pas mal. Donc voilà. Et puis des fois je me retire parce que c'est nécessaire, et puis des fois je reste avec la personne.
je lui parle, je lui dis aujourd'hui il fait beau, ou je sais pas, ça dépend. Si c'était une personne que je connaissais avant aussi, que j'ai suivie, je vais lui parler de choses communes. Oui. Et puis des fois, je leur dis, vous pouvez partir, il est temps, si vous sentez que c'est le moment, vous pouvez partir. Et puis, je peux lui toucher la main, enfin, être là, en fait. Hein. Et en fait, c'est être là sans être trop intrusif, hein, sans trop non plus dire, voilà, j'arrive, en gros, c'est moi qui est là. C'est ça. Non, c'est faire en fonction de l'ambiance en Du art-thérapie, moment, on parlerait du hors-verbal, en fait. Faire C'est ça. vraiment attention à tout et puis y aller en respect. En tout respect de la personne, des familles, en respect de soi aussi, parce que en même temps... Très important, carrément. Mais ça, c'est un truc qui est vraiment commun pour le coup avec les accompagnants, et particulièrement les accompagnants de personnes en fin de vie, c'est que le non-verbal, il est majoritaire dans la communication. C'est un regard, c'est un sourire, c'est voilà, quelqu'un a un visage qui s'apaise ou qui s'illumine, c'est vraiment dans des tout petits détails et dans même... Est-ce qu'on peut parler d'intuition ? Je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au-delà des mots, quoi. C'est vraiment ça, c'est le corps qui parle et qui communique, et c'est quelqu'un qui... En tout cas, l'accompagnant, il est là pour comprendre ce corps qui parle, sans ces mots, du coup, parce que les mots sont plus là, parce que la maladie, parce que la souffrance, parce que peu importe. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est de la communication... humaine, profonde, j'ai pas d'autres mots. Oui, et puis c'est vrai que la communication, c'est pas que le verbal. Tout est communication, les gestes, enfin, voilà, le corporel est extrêmement important. Et quand on vient en tant que thérapeute, qu'accompagnant de fin de vie, il faut observer tout. Enfin, essayer de tout observer. Évidemment, il y a des choses qui nous échappent, parce que on n'est pas non plus... Enfin, on est humain, hein, c'est normal. Mais observer, et puis des fois, les personnes, la famille, n'osent pas dire c'est trop, ou continuer. Enfin voilà, sont tellement prostrés aussi, parce qu'ils sont en train de perdre leurs proches, qu'il faut aussi... alors des fois, peut-être poser la question, est-ce que je pars ? Est-ce que je peux rester ? Bon, en tout cas, il y a une part d'intuitif aussi, une part intuitive, parce que moi j'ai pas été clairement formée au deuil, enfin si, au deuil, si, formée au suivi de fin de vie, précisément. Oui, c'est ça, parce que ça c'est particulier quand même. C'est très particulier. Est-ce qu'un jour je pense que j'arriverai à faire, parce que ça m'intéresse bien d'approfondir tout ça, évidemment. Donc, donc il y a une part intuitive, mais il faut le faire avec son ressenti aussi, sa sensibilité, c'est du sensible tout ça. Voilà, c'est ça. Et c'est super intéressant, parce que c'est des choses qui viennent pas chez tout le monde. Même chez les soignants qui travaillent en EHPAD, qui sont pas du tout à l'aise avec la mort et la fin de vie, ce qui est relativement étrange, mais ça arrive quand même beaucoup. T'en as fait l'expérience toi-même. Oui. Voilà. Est-ce que peut-être tu peux, ou t'as envie d'expliquer ou de raconter, par exemple, tu peux parler peut-être d'anecdotes qui se sont passées, ou des choses qui sont parlantes et qui sont... alors pas forcément dans l'idée de faire de la prévention, mais simplement de dire que chaque soignant a ses limites. Oui. Tout simplement, et que même si c'est pas simple, parce que ils sont dans une position de soignant, ça reste ok, ça reste important de les écouter, quoi. Tout à fait. En fait, tu vois, pas plus tard que ce matin, j'étais en école d'aide-soignant pour proposer une formation sur qu'est-ce que mon métier, le pourquoi du comment, la comparaison avec d'autres, expliquer les dimensions, etc. Et je leur précisais que je proposais des suivis de fin de vie, et je leur donnais un exemple, et je leur disais, mais certaines personnes ont répondu, mais waouh, c'est quand même complexe. Enfin,
Je sais plus exactement comment elle a dit les choses, la dame, mais en gros, je suis pas sûre de pouvoir... je suis pas sûre que moi j'assumerais. Oui, carrément. Et je répondais, mais en fait, c'est pas grave. Enfin, on a chacun notre éducation, pour certains, notre religion, nos croyances. Et puis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus parce que, en fait, c'est pas venu tout de suite, en fait, ce lien avec la mort, le deuil. J'ai des proches qui sont très âgés. Et en fait, ma plus grande peur, en fait, c'était de les perdre. Enfin, il y a quelques années, c'était ça. Ma plus grande trouille, c'était, ok, le téléphone sonne, des fois, si ça sonnait à 21h, une heure tardive, je pensais à ça. J'étais obsédée par ça. Enfin, ouais. Je partage ça aussi. Et en fait, j'ai rencontré des personnes, des thérapeutes, j'ai fait des soins énergétiques, enfin voilà, j'ai fait ma petite popote perso. Et puis j'ai essayé de lire un peu, de me renseigner, enfin voilà. Je me suis dit, c'est pas possible de vivre avec cette peur-là. Enfin, c'est ce que tout le monde naît, tout le monde meurt. Enfin, jusque-là, on y passera tous. Donc, à un moment donné, donc c'est ok. Il faut aussi profiter. Alors, c'est très banal, hein, et je l'ai entendu beaucoup dans tes podcasts. Enfin, alors, je m'unise pas, mais bon, voilà. Ça y est, je commence. Mais, respire. Mais en tout cas, voilà, on passe tous par là et c'est ok. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que c'est intéressant aussi de comprendre la mort, de l'accompagner, de faire en sorte que les gens soient pas seuls. Puis je me suis remise en question, je me suis dit, ok, moi le jour où ça arrivera, moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un. C'est ça. J'aimerais bien qu'on me dise, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et pour en revenir à l'école d'aide-soignant, je leur disais ça, vous êtes la nouvelle génération, donc peut-être qu'un jour ce sera moi qui serai sur le lit, c'est sur mon lit de mort, et peut-être que ce sera vous qui m'accompagnerez. Je vous remercie parce que d'avance de bien me dire tout va bien se passer, ça va le faire. Donc c'est une façon de banaliser, mais en même temps pas de banaliser, de dire ok, c'est normaliser peut-être. Normaliser, merci. C'est une façon de normaliser les choses et en fait on n'en parle pas assez. Et je vois la réflexion que j'ai, c'est effectivement en établissement, on voit les personnes qui ont peur de la mort, même les soignants, hein, et c'est ok. Les personnes qui en ont peur, les personnes qui n'osent pas, qui ne savent pas, et qui par ignorance, par manque de formation. Oui aussi. Les personnes qui suivent les ordres de la hiérarchie, donc ok. Puis on a celles qui... Non mais moi de toute façon, il faut qu'on fasse en sorte qu'on en parle, qu'on s'occupe de la personne, etc. etc. Donc on a vraiment tous ces profils-là. Mais ce que je remarque, c'est que la majorité quand même... je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais je vais le dire quand même. Manque peut-être aussi de formation et de billes, d'outils en fait, pour pouvoir manier ces choses-là. Et t'es pas la première à le dire. Hein. Ah oui. Ouais, t'es pas la première à le dire sur le podcast, t'es pas la première à le dire sur les réseaux, etc. etc. Et c'est un constat qui est très très important et qui est à la fois alarmant parce que oui, c'est ok, et on le dit, on l'affirme haut et fort que ce soit pas ok pour les soignants, pour tous les soignants, la fin de vie, la mort, etc. On peut ne pas être à l'aise et puis prendre le temps à un moment donné de se former, hein, etc., etc. Mais le deuil, on en discutait d'ailleurs à l'apéro de la mort qu'on a fait ensemble avec Lorraine qui passera bientôt dans le podcast. Dans la formation d'infirmière, c'est 3 heures, je crois, sur le deuil, sur la fin de vie. Combiné. C'est pas 3 heures sur la fin de vie et 3 heures sur le deuil, c'est 3 heures sur la fin de vie et le deuil, combiné sur... Je sais plus combien de temps c'est sur les écoles d'infirmières, mais c'est relativement long. Et c'est incompréhensible que ce sujet-là fasse si peu partie de la formation, alors que c'est des gens qui vont être
aux premières loges potentiellement, et que c'est en plus, alors toi qui l'as vécu, peut-être que tu peux l'expliquer, le fait de voir mourir quelqu'un, ça peut être traumatisant, qu'on y soit préparé ou pas, qu'on soit soignant ou pas. Oui, alors moi en fait, j'ai jamais vu quelqu'un partir, mourir. J'étais toujours quelques heures avant. En fait. Et alors j'ai pas non plus une expérience, une grosse expérience, hein. J'ai dû faire peut-être 10 à 15 suivis depuis que je suis art thérapeute. Donc bon, j'ai encore plein de choses à apprendre et à voir et à corriger, etc. Maintenant, j'ai perdu le fil encore. Oh bah punaise, nous voilà bien. On parle du moment de la mort qui peut être traumatisant. Ouais, tu vois, ça travaille. C'est bien. J'ai pas de traumatisme des suivis de fin de vie que j'ai proposés. Le traumatisme que j'ai, si je peux en parler plutôt sous forme de traumatisme, c'est l'incompréhension ou l'injustice. Alors ça, j'ai un problème avec l'injustice, je pense. Mais en fait, j'ai eu la sensation d'injustice du fait parfois que j'avais l'impression qu'on ne s'occupait pas des personnes. Et avec le recul, en fait, j'ai compris le pourquoi du comment, mais sur le coup, je ne comprenais pas. Donc, du coup, je suis allée jusqu'aux informations et voir les personnes qui décidaient, etc. Et puis, j'ai compris, j'ai eu les infos et tout. Mais moi, je sais pas, c'est peut-être une peur aussi de cette solitude, du fait de mourir seule. Moi, je me rappelle d'une petite mamie de cœur que j'avais qui m'a dit « Je veux surtout pas mourir seule, ça m'angoisse ». Et malheureusement, je suis arrivée... c'est peut-être ça aussi, tu vois, ça qui travaille sous le marlement. Je suis arrivée 2 heures après son décès et c'était trop tard et j'aurais voulu être là. Toi, je pense que toi, tout ça remonte du fait de t'en parler. mais en tout cas, il y a... Ouais, j'ai toujours eu ce truc... ce moment-là de la mort, il fait beaucoup parler. Il fait beaucoup parler, non, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, sinon il n'y aurait pas de podcast ou d'émission sur le sujet. On n'en ferait pas un sujet entre guillemets de mode en ce moment, qui pop un petit peu partout quand même sur les réseaux. Mais ce moment-là de la mort, il est particulièrement sensible. On va poser ces mots-là dessus. C'est alors pour connaître des gens qui l'ont vécu, moi non plus j'ai pas vu, j'ai pas vécu, j'ai pas été présente lors d'un départ, mais je sais que ça a été traumatisant pour ceux qui l'ont vécu. C'est des images qui restent, qui sont indélébiles et qui marquent très très fort et très profondément, en particulier quand c'est des personnes qu'on connaît. Voilà. Et je pense qu'effectivement, à l'école, quand on est soignant, quand on apprend à être soignant, peu importe notre grade, peu importe la spécialisation qu'on choisit, même si on peut en être relativement éloigné, la mort elle est toujours là, quelque part, un peu sur notre épaule, c'est le fameux... Alors, pas l'épée de Damoclès, on va peut-être pas abuser, tout le monde ne l'a pas au-dessus de la tête et tout ça, mais voilà, demain je sors de chez moi, je prends ma voiture, j'ai un accident. Voilà, il y a une météorite qui nous tombe sur la tête, un ouragan, ou voilà, il peut tout se passer, voilà, n'importe quand, à n'importe quel moment. Même là, on est tranquillement à table. Rien ne nous empêche de faire, j'en sais rien, une rupture d'anévrisme, une crise cardiaque, un AVC, on n'en sait rien. Mais ça peut toujours arriver, et ça peut toujours arriver à n'importe quel moment, peu importe dans quel service ou dans quelle situation de soignant on est, de perdre un patient. Voilà, même en tant qu'art thérapeute, du coup, la preuve, qu'on soit accompagnant de fin de vie ou pas. Mais c'est quelque chose qui sera toujours présent, de toute façon. Tu l'as dit tout à l'heure, je le répète jamais assez, on y passera tous à un moment donné. Donc, se préparer à la mort, c'est quand même très important, je pense, tu vois, pour peu importe à quel niveau, peu importe à qui on pense, peu importe, voilà, que ce soit nos clients, que ce soit nos patients, que ce soit notre famille, nos amis, etc. Je pense que c'est
c'est essentiel, quoi. C'est essentiel de se dire, oui, ça va exister, ça va arriver à un moment donné. Tout le monde n'en est pas là encore. Aussi. Il y a des personnes qui sont pas à ce stade et pour elles, parler de la mort, c'est au-dessus de leur force. Et tu vois, par exemple, moi j'adore dessiner et en ce moment je suis en train de préparer des dessins de vanité. Donc je suis plutôt branchée crâne, tête, voilà. Donc j'ai fait des personnages, des têtes de personnages un peu difformes, un peu sans chair, voilà, on voit les os, enfin voilà, des choses un peu... c'est absolument pas macabre, enfin moi en tout cas j'ai pas voulu le faire ainsi, et j'ai montré comme ça mes dessins à une amie, on va dire une amie qui a environ 70 ans, et elle me dit, et elle me voit, elle me dit... est-ce que vous allez bien? Alors, j'ai explosé de rire, mais je vais super bien, ça va impeccable. Et en fait, voilà, et là j'ai compris, c'est un exemple, mais parmi d'autres, j'ai compris que voilà, suivant cette fameuse éducation encore bien ancrée, hein, mais on arrive, enfin les nouvelles générations, je trouve, commencent à se détacher un peu de ça, mais un peu éducation judéo-chrétienne, où la mort, le noir, les pleureuses, voilà, la mort, on n'en parle pas, il y a ce lien entre l'enfer, le paradis, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, et aujourd'hui, c'est ce qui génère des réticences à gérer tout ça aussi. Et puis il y a aussi la peur de ne pas savoir faire. Il y a de ça aussi. Parce qu'effectivement, après, quelqu'un qui n'exprime pas là où il a mal, s'il est en fin de vie, son corps est en train de partir petit à petit. Après, il y a des signes physiologiques de toute façon. Enfin, voilà, au bout d'un moment, moi je commence un peu à rencontrer, à connaître et à prendre ces signes-là. Mais en tout cas, ce que je tenais à dire, c'est peut-être une future question, mais bon, je le dis maintenant, parce que sinon je vais zapper. Mais ce que je tenais à dire, c'est que ce que j'ai constaté, c'est quand je joue de la musique, je vois le corps se détendre, en fait, le corps de la personne, mais littéralement se détendre, et bon... c'est une hypothèse encore une fois, parce qu'elle est parvenue pour me dire c'était super, recommence, mais en tout cas on peut noter vraiment une détente corporelle, et ça je trouve que c'est important. C'est important parce que le corps se crispe, et peut-être avec les douleurs, peut-être parce que la personne ne veut pas lâcher, et voilà, et lutte pour rester en vie. Et voilà, le fait qu'on le voit, qu'on voit cette détente, c'est assez remarquable, parce qu'on se dit, ok, ça peut-être aussi jouer pour lui permettre de partir plus sereinement. Et en général, les personnes partent, pour répondre à ta question, partent aussi quelques heures après. En général, la nuit, d'ailleurs. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai, c'est des choses dont on a déjà parlé toutes les deux, parce qu'on a beaucoup parlé avec Marion avant cet épisode. Oui, c'est vrai. Et tu l'as vécu, t'as fait comme Monsieur Jourdain, hein, qui fait de la prose sans le savoir, tu sais. Tu as fait du pansement Schubert sans le savoir. Donc, alors on a appris ça toutes les deux avec Marion il n'y a pas très longtemps. Le pansement Schubert, c'est tout simplement le fait de jouer de la musique pendant des soins médicaux, pour permettre justement de faciliter ces soins, et en particulier la gestion de la douleur. Est-ce que peut-être tu peux raconter, toi, ton expérience de ce pansement Schubert? Oui, le pansement Schubert. Alors, j'avoue, quand on a appris ça, j'avais un peu honte en me disant « Alors, je suis musicothérapeute et je connais même pas ça. » Bon, c'est pas grave. Maintenant, je le connais. C'est ça. Donc, c'était en EHPAD. C'était la première année que j'intervenais, d'ailleurs. Et il y avait une dame qui adorait chanter, qui chantait beaucoup de chansons françaises, Édith Piaf, etc., Mariano. Et cette dame-là était assez extraordinaire, parce qu'elle avait un âge très avancé, elle devait avoir plus de 90 ans. Bon, elle a eu des blessures aux jambes,
de type escar. Alors, bon, si les infirmières nous écoutent, je pardon, parce que je sais pas trop exactement, mais en tout cas, c'était des plaies qui étaient extrêmement douloureuses. Et elle avait besoin de soins aux jambes de l'infirmière, justement, de l'établissement, régulièrement. Et l'infirmière était désolée, on en discutait. Elle me dit, je sais pas comment faire, je la fais souffrir, ça lui faisait mal aux tripes, rien que de se dire, ok, il faut que j'aille soigner la dame. Et je lui dis, écoute, moi c'est une dame, que je suis en art-thérapie, donc si tu veux, elle me connaît, si tu veux, on peut lui demander si un petit air de violon, ça pourrait lui changer les idées, le temps que tu fasses le pansement. Elle me dit, bah ok, allons-y, on essaye. On essaye, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Et je suis arrivée avec mon violon, et déjà, oh, la dame au violon, avec un sourire. Ce qui a fait que là, c'était pas, oh, l'infirmière, la blouse blanche. Voilà. Douleur égale douleur. C'était, ok, j'ai 2 dames qui viennent me voir, c'est parfait. Et alors moi, je suis en civil quand j'interviens, volontairement, justement. Et j'ai joué un petit air, j'ai joué ses morceaux préférés, et le pansement s'est passé comme une lettre à la poste. Enfin, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, beaucoup plus, alors n'exagérons pas, mais beaucoup plus facilement que si c'était sans musique, sans rien. Et en ressortant, en transmission, l'infirmière et moi, on en a rediscuté, et elle m'a dit, mais j'ai jamais vu cet effet Schubert, pansement Schubert. Voilà. Et suite à ça, alors moi j'intervenais pas tous les jours dans cette EHPAD, malheureusement, donc les jours où je n'étais pas là, eh bien cette infirmière mettait de la musique dans la chambre de la dame pour faire les pansements, et ça facilitait les soins. Bon, en tout cas c'était très chouette. Donc c'est un des effets chouettes. C'est ça, je trouve que c'est une expérience qui est extraordinaire, que ce soit pour tous les civils, entre guillemets, qui nous écoutent, mais aussi pour les soignants, parce qu'ils vont pouvoir aussi peut-être s'en servir. On a tous un téléphone maintenant dans nos poches. On peut tous mettre un morceau, alors pas forcément du Schubert, c'est pas une obligation. Il faut que ce soit quelque chose, en tout cas de la musique qui parle à la personne, parce que je pense que c'est le plus impactant. Ouais. Mais effectivement, c'est des ressources qui sont inestimables, je pense, et qui remettent l'humain et les émotions dans ce soin, dans cette surmédicalisation de la fin de vie, de la vieillesse, de la maladie, de la souffrance aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. J'en ai déjà parlé aussi, mais t'as dû l'écouter, parce que Marion est une grande fan du podcast. Marion est une très grande fan du podcast, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais je crois qu'elle a presque tout écouté. Ouais, c'est bon, j'ai tout écouté. C'est bon, j'ai tout coché. Et c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est qu'il y a eu vraiment une grosse scission à un moment donné dans notre histoire, où la mort est devenue médicale, le corps est devenu médical, le corps est devenu science et biologie, et on a perdu ce côté humain, en fait, ce côté émotion, ce côté... voilà. Oui. Donc ces expériences-là, elles sont hyper importantes, parce qu'elles prouvent que c'est ce qui permet de faciliter les choses, ce qui permet d'amener de la guérison, du soulagement quand il n'y a pas de guérison possible, et de pouvoir apporter surtout de l'accompagnement aux gens, et de faciliter en fait ces passages-là, quels qu'ils soient, parce qu'effectivement on parle principalement de la mort sur le podcast, mais d'une grosse opération qui va changer la vie d'une personne, et de pouvoir mettre de l'art, de pouvoir mettre de l'humain, de pouvoir mettre aussi très certainement des prières pour ceux à qui ça va parler, et ça va énormément faciliter ce passage. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me paraît aberrant aujourd'hui qu'on n'ait pas des musiciens, qu'on n'ait pas des radios, qu'on n'ait pas des tableaux dans toutes les chambres d'hôpitaux, quoi. Ça se développe petit à petit. Je vois dans les EHPAD, il y a des bornes musicales là, qui arrivent. Alors c'est bien, mais... Une jukebox. Ouais, une jukebox.
c'est ça. Mais bon, après, les pauvres écoutent toute la journée la même chose. C'est bon. Après, non, en fait, c'est pas mal ces bornes-là pour justement apporter un peu de gaieté dans les unités, les unités collectives, les endroits où les lieux, les lieux où les personnes restent toute la journée. Maintenant, c'est pas de la musicothérapie, parce que souvent l'amalgame est fait aussi. Ça, c'est intéressant aussi. On met de la musique, on sort là du cadre vraiment du suivi humain, où il faut quelqu'un en fait. Donc la machine ne peut pas remplacer l'homme, et ça c'est certain. Par contre, il y a des outils qui sont top, donc cette borne est très bien. Ça a le mérite d'exister, c'est bien mieux que rien, ça c'est sûr. Après, il y a des outils, d'autres outils, il y a les petites poupées et le petit, j'ai envie de dire Bibifoc, mais c'est pas Bibifoc, c'est un petit phoque, je sais plus comment il s'appelle, ça ressemble à un phoque, un petit phoque, et c'est automatisé, donc ça permet d'apaiser les gens en fait aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de peluches comme ça, qui font de la lumière et qui simulent des respirations, qui chauffent un peu et tout ça, et du coup donc ça fait... c'est des outils qui sont top, la luminothérapie, le Snozellen, enfin voilà, les soins de support, la socio-esthétique, c'est formidable, la médiation animale, tout ça peut servir aussi pourrait servir aussi dans les suivis de fin de vie, de toute façon, le lien avec les animaux ou la socio-esthétique, après une socio-esthéticienne t'en parlerait bien mieux que moi, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire. J'ai fait un jour un suivi de fin de vie avec une aide-soignante qui fait la méthode, si je dis pas de bêtises, c'est lit, toucher, pause. Alors, j'ai retenu ça, mais en gros, c'est des points d'acupression qu'elle pratiquait, donc de mémoire, ça devait être un sur le front, les épaules, coudes, certains endroits au niveau articulation, je crois. Et pendant ce temps-là, j'ai joué un morceau. Et la dame, en fait, qui partait, sa sœur était là. Et en fait, on lui a demandé, avant d'intervenir, on avait convenu d'intervenir toutes les deux, on a demandé à sa sœur qui nous a dit spontanément, bah oui, mais bon, elle est en train de partir, je vois pas ce que ça va lui faire de plus et ce que ça va changer, quoi. C'est une dame qui souffrait beaucoup en plus, voilà. Donc on lui a dit, écoutez, on peut tenter, ça ne lui fera pas de mal, c'est ça. Et puis au mieux ça lui fera du bien, et on verra, on vous assure pas un résultat, mais en tout cas on essaye, on a cette obligation de moyens. Et donc la sœur, la dame a accepté, et en fait c'est là que je me suis aperçue que le suivi pour les familles était extrêmement intéressant aussi, parce que la dame qui partait recevait le soin avec les points d'acupression, et je pense que ça doit être étudié pour détendre aussi le corps, Après, bon, je suis pas spécialiste en la matière, mais en tout cas à mon avis ça doit être ça. Et j'ai vu la réaction de sa sœur à l'écoute de la musique qui pleurait. Et cette expression émotionnelle, elle est importante aussi. Souvent, moi la première, on va retenir nos larmes, on va pleurer dans notre coin, et puis pour pas que les autres nous voient, surtout pas, par retenue, par politesse, par j'en sais rien, comme ça. Mais en tout cas, c'est bien aussi de sortir les choses, et de les sortir quand c'est le moment comme ça. Là, en l'occurrence, c'était le moment. Et puis de dire au revoir à son défunt, à son proche, qui par la suite sera son défunt. Donc ça c'est chouette aussi de pouvoir intervenir avec des collègues. Et tu as évoqué tout à l'heure un point qui est important. Est-ce que ça va faire débat? On verra. Si vous avez besoin de débattre, faites-le dans les commentaires. Tu parlais de la limite entre ce qui est de l'art-thérapie et ce qui n'en est plus. Comment tu arrives à définir cette limite-là? Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'art-thérapie ou pas? Je sais qu'ensemble, on avait discuté des coloriages. Des coloriages qui, pour toi, ne sont pas de l'art-thérapie, même s'ils sont vendus comme tels. Et tu parlais du coup du fait d'écouter de la musique qui n'est pas nécessairement de l'art-thérapie. Qu'est-ce que ça signifie du coup faire de l'art-thérapie? Est-ce qu'on peut en faire tout seul ou pas? Alors ça, c'est une vaste question que j'ai peiné ce matin à expliquer aussi en formation. Ah là là. Elle était repartie dedans. Ouais. Je pense
que le fait... Je pense que le fait d'avoir une personne qui nous guide, donc un art thérapeute en l'occurrence, est très important dans la qualité de la relation, par rapport à la relation. On agit en art-thérapie dans les troubles de l'expression, de la communication et de la relation. Pour moi, pour être en relation avec quelqu'un, il faut être avec la personne. Là, je suis en relation avec toi. C'est ça. Maintenant, je crois qu'il faut faire aussi la distinction entre le mieux-être et le bien-être. En art-thérapie, on parle d'objectifs thérapeutiques, on parle de soins, on parle de mieux-être, parce qu'il y a cet objectif d'aller mieux. Oui. Avec les... Alors moi je le distingue comme ça, hein, après ouvert aux commentaires aussi, mais les carnets de coloriage, c'est bien, mais pour moi c'est de l'occupationnel et c'est du bien-être. Alors moi ça m'arrive des fois d'en faire des coloriages, j'en ai fait. Bon moi après moi j'aime bien les détourner pour faire autre chose, mais ça c'est mon truc. Mais donc ça a le mérite d'exister, c'est très bien, il y en a pour tous les goûts, c'est top. J'ai même des résidentes, je vous en parlerai après, mais j'ai une résidente qui en utilisait et je m'en suis servie en art thérapie. Donc ça c'est top. Par contre ce n'est pas de l'art thérapie à proprement dit pour moi. Parce qu'il manque quand même ce relationnel avec le thérapeute. Et cette guidance et cet objectif thérapeutique et cette stratégie art thérapeutique toujours à réévaluer en fonction des troubles, en fonction de la personne, en fonction de la thymie, en fonction de tout. Donc, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Bien sûr. On peut très bien aussi être en dépression chronique et puis pour avoir besoin d'être à la maison tout seul et faire ces petits coloriages et se sentir carrément mieux après. Donc là, dans l'occurrence, par rapport à ma définition, oui, ça serait de l'art-thérapie. Mais je trouve que ce relationnel avec le thérapeute est juste indispensable, quoi. Et ouais. Et du coup, ça pose carrément la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est quel type de personne tu accompagnes. Alors du coup, on a parlé principalement de la fin de vie, mais tu accompagnes pas que la fin de vie. Tu accompagnes aussi, je pense, des profils divers et variés, mais quand même plus ou moins spécifiques, tu vas nous en parler. Et puis j'avais un autre truc à évoquer par rapport à cette cible, ce public-là, c'est plus juste de dire public. Est-ce que tout le monde peut faire de l'art-thérapie ? À quel moment c'est intéressant de consulter un art-thérapeute ? Alors, tout est possible, tout est réalisable. Alors, pour consulter un art-thérapeute, oui, tout le monde, techniquement, à tout âge, toute problématique, peut consulter un art-thérapeute. Je crois que la principale chose, ce qui est tout à fait logique, c'est d'être acteur de son soin, donc d'être dans la démarche d'y aller, déjà, et pas d'y aller pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, déjà, c'est comme toute thérapie, hein, de toute façon, sinon ça ne fonctionne pas. Après, il faut quand même une certaine appétence pour tout ce qui est artistique. Par contre, il ne faut pas être forcément artiste. C'est-à-dire, tu peux aller voir un musicothérapeute, un dramathérapeute, donc là c'est plutôt l'art thérapeute théâtre, ou je sais pas, un thérapeute art plastique, un art thérapeute art plastique, et absolument pas savoir dessiner si c'est en art plastique, ou jouer du théâtre, enfin être comédien si tu fais de la dramathérapie. En fait, le travail de l'art thérapeute, c'est d'adapter l'activité artistique à la personne, aux troubles de la personne, à la personnalité, à ses envies, ses appétences, ses capacités préservées, parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où la personne respire, elle est vivante. À partir du moment où elle est vivante, même si elle est post-relationnelle et qu'elle ne peut plus bouger, elle a des capacités préservées. Donc à nous de les exploiter. On va aller chercher tout ça et adapter l'activité artistique suivant ce que la personne a envie de faire à cette personne. Donc par exemple, quand je reçois une personne en cabinet ou j'ai une personne en structure, que je vois une personne en structure pour la première fois, c'est un peu la première séance. Et je vais pas mal la questionner, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, de façon un peu moi à cibler. Je vais essayer de récupérer un max d'informations. Et puis
Après, je vais établir une stratégie en disant, voilà, cette dame-là, par exemple, le violon, on va éviter dans un premier temps, parce que l'objectif avec elle, c'est déjà de faire en sorte qu'elle nous accorde sa confiance. Donc là, on va travailler vraiment, ça va être très long, parce que des fois, on a des personnes qui ont été tellement déçues ou qui ont vécu des drames tellement forts, qui sont tellement fermées, perdent d'estime d'eux-mêmes, enfin voilà, ils sont très très mal. Donc déjà, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, c'est je te ferme la porte et il n'est pas question que tu m'embêtes, quoi. Donc là, on va travailler petit à petit. Alors des fois, je travaille pas forcément avec l'art. Je vais travailler avec le jeu. Je vais utiliser des jeux spécifiques. Ou alors des fois, en fait, il faut arriver à trouver cette porte d'entrée. Et là, j'ai un exemple qui m'est arrivé il y a peu de temps. Une dame qui a un passé très difficile, qui est dans une énorme dépression. Et en fait, je n'arrivais pas à passer le seuil de sa porte. Et donc en EHPAD. En fait, je frappais, je me présentais, puis j'entrais. Non, je vous remercie, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'elle me prenait, je sais pas, pour une saltimbanque, pour j'en sais rien. Enfin, des fois, tu sais, j'avais le violon, donc elle s'est dit, elle vient me demander des sous. Enfin, des fois, on a ça. C'est non, mais moi, j'ai pas d'argent. Enfin, c'est pas du tout ça. Et là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je lâche le violon. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à cette musique qui fait que ça lui rappelle des choses, on va voir. Et j'ai vu sur sa porte qui a été mis une image. Souvent, dans les EHPAD, tout est personnalisé, et ça, c'est vraiment super, je trouve. Et là, il y avait une rose, non, des fleurs. Et là, je me suis dit, je pense que cette dame doit aimer les fleurs. Je me suis renseignée auprès de ma collègue psychologue, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis j'ai demandé l'autorisation d'emmener une fleur. Donc j'ai apporté une rose à cette dame. Et là, elle était... alors je crois que c'était tout pour elle. Ouais. Tout pour elle. Et je me rendais pas compte à ce point-là. Franchement, elle me dit, mais fallait pas, mais vous êtes adorable. Puis je vais la mettre là. Alors elle était au petit soin pour sa rose. C'était vraiment... dans sa chambre, il y a quasiment rien en plus. Et vraiment, cette rose, c'était vraiment un symbole extrêmement important. Et je lui ai dit, elle me dit, mais pourquoi on se connaît pas, pourquoi tu m'offres une rose, je t'ai rien demandé, t'attends quoi, et en gros, je lui ai dit non, ça me fait plaisir, et puis en fait, à partir de là, maintenant, elle m'accueille dans sa chambre. Donc il y a des étapes comme ça, et j'ai pu lui jouer de la musique, voilà. Après, je suis re-rentrée dans l'art, d'une certaine manière. Je peux faire de l'art floral aussi, ça m'arrive. Et j'ai digressé, encore une fois. Non, au contraire, parce que c'est en fait, ça fait même la suite par rapport à ce que je voulais te poser comme question, c'est à quoi ça ressemble, en fait, ces accompagnements. Donc tu disais, effectivement, tu t'adaptes en fonction de la personne, mais concrètement, tu vois, tu parlais de jeu, tu parlais de... même peut-être d'exercices, est-ce que tu as des exercices ? J'aime pas ce mot, mais... comment tu... lance quelqu'un sur de l'art-thérapie, par exemple, par rapport à sa problématique, tu vois. En fait, à chaque fois, c'est différent. Je me dis à chaque fois, en fait, c'est trop rigolo. Enfin, rigolo. Sur le coup, c'est pas trop rigolo pour moi, parce que je suis pas très bien. Sur le coup, je me dis, je vais faire ça. En fait, ça se passe jamais comme j'ai prévu. Donc, alors, je prévois, on va dire, mes grandes lignes, en me disant, on va partir plutôt peut-être sur de la musique, parce que la personne m'a dit, soit l'a verbalisé, soit m'a dit, moi, quand j'étais jeune, je faisais du piano. Enfin, voilà. Par là-dessus. Et donc je pars sur une idée principale, et puis après je travaille avec la personne. En fait, pendant la séance, il y a des réévaluations à chaque fois, dans les premiers temps en tout cas. Après, une fois qu'on se connaît mieux, que je comprends mieux le fonctionnement de la personne, et que l'alliance thérapeutique est faite, en fait, vraiment que les confiances sont mutuelles, je vais un peu plus en profondeur. Donc ça peut être une stratégie. Sinon, ça dépend en fait du cadre. Si c'est en cabinet, je fonctionne comme ça aujourd'hui. Peut-être que demain ça changera, mais en tout cas aujourd'hui, ça m'a amené, les personnes que j'ai eues m'ont amené à agir ainsi. En structure, des fois, on nous dit, voilà... on a un budget pour tant de séances, donc est à échelonner sur l'année.
et tel public viendra. Alors des fois, il y a des associations où les personnes, où les séances, c'est des séances mensuelles. Donc pour faire une continuité d'un mois à un autre, c'est quand même compliqué. Donc je fais des séances uniques, collectives, et en plus, les personnes, c'est pas sûr que ce soit les mêmes personnes à chaque fois. Donc là, il faut que je me mette en, tu vois, faut que je me mette en configuration, une séance pour une personne et une séance unique. Donc, ok, en fait, c'est ce cadre-là qui est comme ça. Les objectifs sont différents. Si c'est un suivi à long terme en domicile, à long terme, ça va être toutes les semaines. L'idéal, c'est toutes les semaines. Donc, on va travailler sur une production, par exemple, un collage. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Tu vas partir sur. Est-ce que l'idée, quand on débarque dans un cabinet d'art-thérapie, donc tu parles, c'est d'une production sur plusieurs séances. Qu'est-ce qui se passe pendant la séance? Parce que du coup, tu vas lancer, je suppose, l'idée, la production. J'imagine que, donc, comme il y a un objectif thérapeutique, tu dois avoir une consigne spécifique, un objectif plus ou moins à atteindre. Et puis, au fur et à mesure, on travaille dessus. Mais, par exemple, tu me dis, je sais pas, on va faire un tableau pour parler d'une problématique spécifique. Alors, tu me donnes l'exemple, mais... je vais peindre à un moment donné, peut-être, ou coller, ou pas, voilà, ou déchirer, enfin bref, peu importe. Est-ce qu'il y a toujours de l'échange avec le thérapeute? Est-ce que comment ça se passe en fait? Alors c'est une question hyper compliquée parce que tout est variable suivant la personne. Oui. Il peut exister des séances où c'est non-verbal total. Donc les premières fois que j'ai fait ça, je t'avoue, j'ai trouvé le temps hyper long parce que j'avais qu'une envie, c'était Toi qui aimes parler. Et voilà. Et en fait, non, parce que ça ne s'y prêtait pas. La personne n'en avait pas besoin et ne souhaitait pas ça. Des fois, c'est tout le contraire. Des fois, c'est des personnes qui sont dans des logorées, qui verbalisent tout le temps. Je peux pas en placer une. Bon, des fois, je m'incruste quand même pour essayer de reguider, mais de remettre un peu dans le contexte. Et puis des fois, c'est des échanges. On va démarrer par la production, ou une nouvelle production ou un truc en cours. Et puis, si je sens que la personne un peu rejette, met un peu de côté la production, tout ça, je vais tenter de converser avec elle sur des sujets plus ou moins, on va dire, d'actualité, ou des sujets, oui, alors soit sur un sujet complètement banal, soit vraiment sur un truc, je sais pas, j'ai vu ça cette semaine, ça m'a fait penser à vous par rapport à ce que vous me disiez la dernière fois, je peux faire du lien. En fait, c'est très très variable. Ça dépend encore une fois du trouble de la personne, bien sûr. T'es obligé de toute façon de l'adapter, mais du coup, par exemple, tu vois, j'ai mis volontairement quelques objets sur la table parce que j'avais une question. Alors moi, je fais du bullet journal. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une façon de s'organiser et c'est une sorte d'agenda entre guillemets, mais complètement personnalisable. On part d'un carnet qui est complètement vide et on va créer les intentions pour l'année, on va faire des listes, des to-do list, des trucs, des objectifs, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse cette année, ce mois-ci, les semaines, etc. Bon, celui-là, du coup, c'est celui de 2025 que je viens de commencer, puisque nous enregistrons avec Marion à peine une semaine, quelques jours avant Noël 2024. Oui, je prends de l'avance, vous le savez. Est-ce que pour toi, ça par exemple, c'est de l'art-thérapie ou pas? Alors moi, je suis pas... Personnellement, j'en fais pas. Je suis pas très boulette journal. J'ai une collègue qui adore ça et quand elle fait des œuvres d'art, clairement. Et donc je suis pas sortie je te montrerai. Avec plaisir. En fait, tout dépend quel est l'objectif. Si l'objectif c'est d'être dans l'esthétique, dans la recherche de la beauté, de quelque chose qui te satisfait. Non, c'est pas français. Satisfasse, merci. Quelque chose qui te satisfasse. Voilà. Si l'objectif, en fait, c'est de faire quelque chose d'esthétique, oui, ça peut se travailler en art-thérapie. Alors, peut-être, il faudrait demander à quelqu'un, un art thérapeute qui pratique ça, cette technique. Moi, perso, je la pratique pas, je suis plus sur d'autres versants.
Après, si l'utilité, c'est vraiment que ce soit un agenda ou que tu as envie de faire sympa et qui te serve à remplir tes rendez-vous, etc., là, on sort peut-être du cadre esthétique. Mais tout ça, ça se discute. Alors, c'est ça que moi je trouve magique avec cet outil-là. Oui. C'est que pour moi, ici, alors vraiment, je vous ai pas sorti le bon exemple. Je vais peut-être aller mettre en pause l'enregistrement et aller chercher mes anciens parce que c'est à la fois un outil d'organisation pour mettre effectivement mes rendez-vous, mes to-do, mes idées, mes machins, etc. Mais il y a aussi une part de mémoire, puisque dans certains de mes boulets de journal, j'ai documenté le décès de ma maman, j'ai documenté, qu'est-ce que j'ai mis, je mettais tous mes tickets de cinéma, mes tickets de théâtre, Un scrapbook. voilà, à chaque fois, voilà, du scrapbooking, des collages à fond les ballons. Souvent aussi, je mettais en valeur des phrases ou des mots en particulier ou une ambiance en particulier dont j'avais besoin sur le moment-là, et c'était un rituel, c'est-à-dire que genre je parle au passé parce qu'en 2024 j'ai complètement laissé tomber parce que je me suis un peu coulé mon emploi du temps avec business de cœur et cœur de tissu, mais c'était un rituel où le dimanche matin de 9h à midi c'était ça, et je n'en sortais pas, et après j'étais prête pour ma semaine, en fait, j'étais sereine, je savais ce qu'il fallait que je fasse, comment est-ce qu'il fallait que je fasse, je m'étais faite, voilà, j'avais beaucoup écrit, hein. La première page de 2025, elle est relativement parlante, hein. Voilà. Voilà, le fait d'imaginer, d'essayer de créer, d'essayer des choses, etc. Et puis effectivement, il y a un peu l'objectif d'être satisfaite à la fin, de dire, là je me suis fait du bien, et je suis contente de ce que j'ai fait. Tu vois, donc il y a plein. En fait, c'est un hybride, le bullet journal pour moi, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais faire le lien avec le journal de deuil. Parce que le journal de deuil ou le carnet de deuil, on peut le faire en version complètement art-thérapie avec des collages, avec de l'art, du dessin, etc., pour par exemple rendre hommage à son défunt, pour pouvoir s'en souvenir, pour pouvoir marquer des souvenirs spécifiques dans un carnet, pour pouvoir exprimer aussi des émotions qui sont lourdes à porter, ce genre de choses. Et il y a le journal de deuil que Sarah Dumont avec Happy and Life a sorti, qui est principalement un journal écrit, où il faut écrire. Donc ma question est la suivante, est-ce que l'écriture c'est de l'art-thérapie? Oui, l'écriture peut faire partie de l'art-thérapie. En fait, c'est pour ça que pour moi, c'est compliqué de répondre à cette question aussi. Parce que tout le monde va dire, toutes les personnes qui nous écoutent vont dire « Ouais, mais elle se contredit ». En fait, c'est complexe parce que oui, ça peut rentrer dans un cadre art-thérapeutique puisqu'il y a des art-thérapeutes qui travaillent avec l'écriture. Sous plusieurs formes, l'écriture d'un recueil, l'écriture d'un journal de deuil, d'un bullet journal, ça peut se travailler. Maintenant, en fait, il y a des écoles, clairement, il y a des écoles qui te diraient oui, c'est de l'art-thérapie pure, et d'autres qui diraient bah non, parce que comme ce que je t'ai dit spontanément, il manque ce travail avec quelqu'un, avec une tierce personne, ce travail relationnel. Oui, okay. Donc, en gros, je reste quand même sur l'idée que c'est vachement bien, ces carnets-là. D'ailleurs, j'ai très envie de regarder mon journal de deuil. Je trouve ça top. Maintenant, tu vois, ça serait... Alors, en tant que puriste, j'aurais tendance à te dire, ça serait de l'art-thérapie si tu viens me voir au cabinet en me disant, moi, je veux faire un journal de deuil avec toi. Parce que et donc on va travailler l'écriture, on peut travailler le dessin, etc., plein de choses, on va travailler ensemble et tu vas exprimer des choses, peut-être que je pourrais entre guillemets te guider ou pas, peut-être que toi c'est toi qui ferais tout et puis que voilà, après ça dépend de comment ça se déroule, mais là, on serait dans un mieux-être parce que l'objectif thérapeutique, ce serait que tu te sentes... Ouais, bah si, en fait. En fait, je sais pas. Très
bien, Je d'accord. ne sais pas. Alors, On a le droit de dire aussi qu'on sait pas. Ouais, bien sûr, mais je suis très contente qu'on en parle parce que. Alors, je sais pas si tu la connais, mais du coup, je vais t'en parler et je vous en parle à vous. Sur le podcast, cette année, il y aura Rachel Galerme, qui est une praticienne en art-thérapie et accompagnante au deuil, donc elle est vraiment liée. Tu pourrais lui poser la question. Voilà, et effectivement, je vais lui poser la question. Et évidemment, c'était prévu. Presque aucune de mes questions sont innocentes dans le podcast. C'est complexe, hein, c'est complexe. Bien sûr, c'est complexe, mais je trouve que c'est intéressant parce que Rachel, elle a cette vision-là du carnet de deuil. Elle propose. Elle s'est formée, il me semble, hein, il vous le dira elle-même, mais il me semble qu'elle s'est formée au carnet de deuil, et du coup, là, pour le coup, c'est vraiment, on fait une page. C'est quoi le dernier souvenir que vous gardez de votre défunt, par exemple, ou le meilleur souvenir, ou la phrase que vous auriez aimé qu'ils vous disent, enfin tu vois, ce genre de choses. Et donc, alors je pense, hein, je l'ai jamais vécu, j'extrapole un peu, mais je pense que ça va être intéressant d'avoir cette confrontation d'idées, parce que je pense que le carnet deuil, pour moi qui suis une bougeoteuse, alors depuis je compte sur mes doigts pour ceux qui ne nous regardent pas, ça va faire au moins 10 ans que tous les ans j'ai mon carnet, sauf l'année dernière du coup en 2024, voilà. mais ça fait au moins 10 ans que j'ai mon carnet tous les ans, et que c'est vraiment mon carnet de bord, mes souvenirs aussi, et je trouve que ce carnet créatif, il est vraiment vraiment intéressant parce qu'il regroupe pour moi vraiment toutes ces notions de mémoire, de souvenir, de thérapie, d'évolution personnelle, mais aussi de vraiment on marque et on a ça dans un objet, tout dans un objet. En fait, voilà, je suis en train de rassembler un peu mes idées, parce que c'est ça en fait, c'est un outil qui pourrait aider dans des séances d'art-thérapie. Pour moi, c'est un outil. Ouais. Voilà, pour bien dire les choses clairement. Et c'est un excellent outil que tu peux faire aussi en dehors, entre deux séances d'art-thérapie ou pas. Mais en tout cas, ça peut être une amorce vers un travail art-thérapeutique pur. Voilà. Là, c'est plus clair comme ça. Et je pense qu'on est très très bien pour finir avec ces mots-là. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Marion reviendra peut-être sur le podcast, mais voire très certainement, puisqu'il y a déjà des projets en cours et des projets en tête, donc vous allez la voir, voilà, sur Insta, sur tout ça. Par quoi est-ce qu'on commence ? Les derniers mots de la fin. Est-ce que par quoi on termine ? D'abord, ouais, est-ce que tu as un petit message à faire passer ? Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie d'exprimer ? Alors, pour avoir écouté tous les podcasts, ouais, j'aimerais bien proposer quelque chose de nouveau et te jouer un air de violon. Pour justement, voilà, parce que je m'exprime beaucoup plus avec ma musique aussi. Et enfin, beaucoup plus, en tout cas, j'aime bien m'exprimer avec mon violon, donc ok. Voilà. Waouh, trop bien. Une grande première. Une grande première. Alors, juste avant que tu commences, je vais faire quelques réglages au niveau du micro pour qu'on t'entende le mieux possible. Donc, je vais remettre... Je couperai très certainement le passage. Alors, c'est un morceau que je joue, que j'ai joué pour faire le lien, que j'ai joué... pour un couple de personnes dont le monsieur justement partait. Et c'était leur musique. Et j'aime beaucoup la jouer, je pense beaucoup à eux quand je joue.
Franchement, c'est trop classe. Je suis trop contente de pouvoir vous offrir ce moment. Je sais même pas si l'autre téléphone, donc je vous regarde. Je vous regarde là-dessus. Le téléphone continue à filmer. C'est toujours un peu le problème quand on utilise du matériel comme ça, c'est que c'est un peu aléatoire, c'est un peu la surprise à la fin, si tout a fonctionné ou pas. En tout cas, merci vraiment infiniment pour ce moment. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Je suis trop contente de cette belle rencontre et de ces échanges. Bon, après, c'est mon premier podcast, alors c'est un peu... C'est que le premier, t'inquiète pas, tu verras. Après, t'auras l'habitude, tu le feras toi-même toute seule avec le propre... Oui. Avec le tien. Si vous voulez rejoindre Marion sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est possible, Marion ? Vous attendrez un petit peu. Sachant qu'on enregistre en décembre, je vous mettrai évidemment son Instagram dans la description comme d'habitude. J'ai un cabinet sinon, mais... Voilà, elle a un cabinet sur Bourges, du côté de Sérocourt. Oui. Est-ce que tu as un site internet pour qu'on puisse te retrouver, te contacter ? Pas encore. Et il faudra attendre un petit peu aussi. Ok. Alors normalement, quand le podcast sortira, normalement, elle aura tout. Je vous mettrai toutes les infos dans la description. Dans tous les cas, si ça fonctionne pas d'ici là, eh ben, envoyez-moi un petit message à moi sur mon Instagram et je retransmettrai. Bon, sinon, j'ai un numéro de téléphone. Non, on va pas le mettre ici pour l'instant, mais... Voilà, ou éventuellement un pigeon voyageur, je ne sais pas. Si vous voulez, mais le plus simple, c'est de me contacter moi, en tout cas. si l'Instagram n'est pas public d'ici là. En tout cas, merci encore Marion d'avoir osé prendre le micro, d'avoir osé même prendre le violon au micro, ça c'est extraordinaire. Merci pour ce beau cadeau. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, et je ne vous le dirai jamais, ça c'est partager ces épisodes. Partagez ces épisodes parce que c'est vraiment important, c'est le meilleur moyen pour ce podcast de vivre, de continuer à vivre et de faire du bien en fait, voilà, d'apporter ces doux messages d'espoir, de soulagement, de ressources en fait à toutes les personnes qui vont partir et ou qui se préparent à voir partir un de leurs proches. Voilà, donc si toi qui m'écoutes, tu as pensé à quelqu'un en particulier en nous écoutant, Marion et moi, envoie-lui ce message. Voilà, on pense à toi, tout simplement. Merci encore. D'ici la prochaine fois, je peux pas mieux vous dire que de ne jamais arrêter de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.